Mais il y a un intérêt, il y en a beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire grosso modo tous les labos qui font des antibiotiques. Ok. Première diapo que j'aime beaucoup, mais chaque fois que je parle d'antibiotiques, en particulier quand je parle des nouveaux, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter cette pub du Vidal, qui est le Vidal, la référence en matière d'information sur le médicament, qu'il faut absolument transformer quand on parle d'antibiothérapie en la référence en matière de désinformation sur les antibiotiques. Parce qu'en fait, quand une AMM a été donnée, le dossier d'AMM les études du dossier d'AMM ne correspondent absolument pas aux modalités et même aux indications dans lesquelles on va utiliser ces antibiotiques. C'est-à-dire que l'AMM effectivement a été donnée, mais la vraie vie va démarrer et on ne connaît absolument pas l'antibiotique et vous le verrez pour les nouvelles molécules. Je vais vous parler essentiellement de 2 molécules, je vous en parlerai de 2 autres après à la fin, mais essentiellement des 2 parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est ceftazidime avibactam et ceftolozane tazo, donc qui sont 2 nouvelles molécules avec des inhibiteurs, qui sont des molécules assez récentes, hein, vous voyez, AMM en juin 16 et AMM en octobre 2015, avec une pour grosso modo des indications à peu près les mêmes, sauf que pour ceftazidime avibactam, comme le dossier était un peu plus gros et qu'il y avait des indications un peu plus élargies, l'indication de l'AMM est intéressante parce que c'est pas vraiment des indications, c'est infection bactérienne multirésistante chez l'adulte. Ce qui est commode, ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser un peu partout. Par contre, ceftolozane tazo, c'est un peu plus restreint. C'est le dossier d'AMM, il y avait infection intra-abdominale et infection urinaire avec les posologies que vous avez là. Ces molécules, elles ont des forces. Quand on prend ceftazidime avibactam, c'est actif sur les BLSE, sur grosso modo toutes les BLSE, c'est actif sur AMPC, et puis surtout, c'est actif sur certaines carbapénémases, chose qui va nous intéresser parce que vous savez aussi bien que moi, c'est un des trous aujourd'hui qu'on a dans le spectre de nos traitements, et en particulier les KPC et les OXA48. A l'inverse, quand on regarde ceftolozane tazobactam, c'est actif sur les BLSE. Oui, mais c'est actif sur les BLSE, sur les colis BLSE, où là on a une très bonne activité. Sur les Klebsiella BLSE, c'est beaucoup plus compliqué pour la tazo pour avoir une activité qui est constante. Et puis la force de ceftolozane tazo, c'est une activité sur le pio, et en particulier une activité sur le pio qui sont résistants aux autres antipio et qui vont permettre de récupérer une activité. Si elles ont des forces, elles ont évidemment des faiblesses. Alors, chose qui est nouvelle pour des molécules qui sont associées à des inhibiteurs, chose dont on n'avait pas l'habitude, c'est qu'elles n'ont pas ou peu d'effet sur les anaérobies. Et puis, pour ceftolozane tazobactam, ça n'a strictement aucune action sur les carbapénémases, sur les AMPC produites. Et par contre, ceftazidime avibactam, on a dit que c'était actif sur certaines carbapénémases, mais pas sur les métallocarbapénémases. Et puis ces 2 molécules, sur les acinétobactères multirésistants, les abris, ça ne va pas apporter grand-chose. Et puis une autre particularité de ceftolozane tazobactam, c'est qu'il y a un petit problème de pharmacocinétique entre la molécule inhibiteur, ce qui veut dire que finalement, en particulier chez les patients les plus sévères ou dans les endroits où les molécules ne vont pas très bien diffuser, en particulier dans le poumon et dans le péritoine, c'est des doubles par rapport aux doses de l'AMM qu'il va falloir utiliser. Alors il y a plein d'études qui ont été publiées dessus. Il n'y a pas beaucoup, à part les études du dossier d'AMM qui étaient des études de phase 3, qui étaient des études comparatives, mais qui n'ont aucun intérêt parce que ce n'est pas les indications et l'utilisation qu'on va faire dans la vraie vie. Le reste, c'est grosso modo des cohortes, des trucs de surveillance qui ont été donnés. Et quand on regarde sur un papier qui va être publié très prochainement, quand on regarde l'utilisation de ceftolozane tazo sur le pio, quand on regarde en termes de succès clinique, vous voyez qu'on va entre 75 et 90% en fonction des sites, avec donc, ce qui veut dire avec donc déjà d'emblée des échecs qui peuvent être importants, parce que quand on regarde sur la globalité de toutes ces infections et qu'on mélange tous les sites, on a 17% d'échecs cliniques. Quand on regarde maintenant une étude, pareil, une étude qui est toute récente, hein, qui vient d'être publiée dans Clinical Infectious Disease, sur ceftazidime avibactam. Utilisé pareil, la vraie vie, c'est des traitements de sauvetage chez des patients qui avaient des infections avec des KPC, 138 patients qui avaient reçu ceftazidime avibactam après un traitement de première ligne. Généralement, le traitement de première ligne, il avait été du médiane de 7 jours. Et quand on regarde, ces KPC, elles étaient vraiment résistantes. Vous voyez, 93% étaient résistantes au méropenem. Et puis, vous avez les sensibilités des autres antibiotiques qui sont utilisables en dessous avec le mode de résistance. Et vous voyez que c'était des vraies bactéries résistantes. Première chose qu'on voit, c'est qu'en termes de pourcentage de patients survivants,
Vous voyez que vous avez complètement à l'extrémité, là, vous avez ce qui se passe quand on l'utilise en monothérapie, et avec uniquement 59% de succès. Et ce qui se passe quand on fait des associations. D'une façon générale, ce qu'on peut dire, et ça on va y revenir parce que c'est quelque chose d'important dans l'utilisation de ceftazidime avibactam, c'est que peut-être, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi après, peut-être que c'est une molécule qu'il faut utiliser en association. La mortalité à J30, elle était variable, des bactériémies où on avait quasiment 40% de mortalité, aux infections urinaires. Et c'est toujours pareil, hein, dans toutes ces séries de patients où on utilise ces molécules en sauvetage, les infections urinaires, c'est toujours les infections les moins graves, et c'est toujours là qu'on a le taux de succès le plus important. Donc on allait de 17% à 36% de mortalité. Quand on isolait dans cette population les patients qui avaient une bactériémie, qu'on comparait 104 patients qui avaient été traités par ceftazidime avibactam contre 104 patients, toujours avec ces KPC qui avaient reçu un autre traitement, la mortalité à J30, elle était différente et c'était en faveur, et c'était significatif, en faveur de l'utilisation de ceftazidime avibactam. Et quand on faisait une analyse en multivarié, on voyait qu'en analyse en multivarié, chaque fois que dans le régime de traitement, il y avait eu ceftazidime avibactam, que ce soit en monothérapie ou en bithérapie, c'était un facteur de protection, entre guillemets, un facteur qui permettait d'avoir une meilleure guérison clinique. Et puis, plus les patients étaient graves, plus l'écart devenait important. Et chez tous les patients en choc septique, là, il n'y avait vraiment plus photo par rapport aux patients qui avaient reçu ceftazidime avibactam, que vous avez en dessous, par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu ceftazidime avibactam dans leur régime de traitement. Problème, c'est que ces molécules, comme chaque fois qu'on utilise des molécules, il y a des émergences de résistance qui apparaissent. Et ces émergences de résistance, là, on est un peu interloqué parce que c'est vachement rapide. Ok, on est dans des situations un peu difficiles avec des gens qui ont reçu plein d'antibiothérapie avant, on est dans des traitements un peu de sauvetage ou des traitements de Xème ligne. N'empêche que quand on regarde avec ceftolozane-tazo sur des PIO, 21 infections à PIO pour une mortalité de 10%, il y a une émergence de résistance à ceftolozane-tazo dans ce papier de 14%. Et vous voyez, c'est sur des surexpressions de AMP-C et également des mutations, donc des multiples moyens d'acquérir cette résistance. Quand on regarde maintenant sur ceftazidime avibactam, on a grosso modo les mêmes choses. Et là, vous avez un papier qui est un peu plus ancien, Clinical Infectious Disease 2016. Clinical Infectious Disease, et pour publier une étude en Clinical Infectious Disease qui soit uniquement une étude rétrospective monocentrique, d'accord, de 37 infections, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'utilisation ou un vrai problème de résultat de cette utilisation. C'était 37 infections à EPC, c'était des patients qui étaient graves, hein, parce qu'avec un IGS à 34 et des SOFA à 5, c'était plutôt des patients graves. C'était essentiellement des infections pulmonaires, mais pas que, parce qu'il y avait également des patients bactériémiques. Et il y avait une utilisation qui avait été faite dans cette série de 70% de patients qui avaient été traités en monothérapie. Quand on regarde les succès cliniques à J30, c'est 59%, avec 23% de récidive ou de récurrence à J90. Une mortalité globale qui était à 24% à J30, 38% à J90. Quand on regarde sur des grandes populations, un IGS à 34, on ne devrait pas avoir un taux de mortalité aussi élevé. Et puis ce qui avait de plus intéressant ou de plus important ou de plus embêtant, c'est le fait que les échecs microbiologiques, c'était 27%. Et dans un tiers des cas, ces échecs microbiologiques, c'était des souches qui étaient devenues résistantes à ceftazidime avibactam. Donc la conclusion des auteurs et cet article, hein, toujours pareil, une étude rétrospective monocentrique, 37 patients dans Clinical Infectious Disease, il y a un édito qui va avec. Et les deux conclusions à la fois des auteurs et de l'édito disaient probable nécessité d'utiliser cette molécule en association. Depuis, il y a des trucs qui ont été publiés. Alors ça, je suis désolé, ça a été un passage difficile de Macintosh à PC, donc vous allez rien voir. Donc je vais vous raconter. C'est une histoire d'un patient qui est greffe de foie, qui reçoit plein de traitements antibiotiques. Et vous voyez là, en début de traitement, c'est une des lignes qui n'a pas sauté. Il reçoit en particulier ceftazidime avibactam pendant une dizaine de jours. Et il y a une hétérorésistance qui va apparaître sur la KPC, avec des mécanismes moléculaires qui sont impliqués, à la fois des BLSE KPC3, mais également des imperméabilités par mutation de porine. Donc, en cours de traitement
sous ceftazidime avibactam. Et puis il y a d'autres études qui ont été publiées derrière qui vont modérer un peu ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il faut absolument les utiliser en bithérapie. Il y a ce papier qui a été publié il y a quelques semaines, c'était au mois de novembre. C'était des infections à EPC, c'était ceftazidime avibactam en monothérapie dans 69% des cas, émergence de souches résistantes dans 10% de toutes les souches qui ont été isolées, plus fréquentes quand c'était des Klebsiella parce que c'était 14%. Et quand ils ont regardé les facteurs de risque de récidive de cette infection avec une émergence d'une souche qui était devenue résistante à ceftazidime avibactam, il y avait les pneumonies. La raison, elle n'est pas très claire, parce que quand on regarde le dossier d'AMM, on sait que la diffusion des deux molécules dans le poumon, elle est plutôt bonne, elle doit permettre d'atteindre des taux thérapeutiques satisfaisants. Et l'épuration extra-rénale, et ça, l'épuration extra-rénale, l'explication, c'est probablement une mauvaise adaptation posologique par rapport à ce qui est recommandé dans le libellé d'AMM, c'est-à-dire à partir du moment chez l'insuffisant rénal, à partir du moment où on va les mettre sous épuration, on va sans doute avoir des problèmes de posologie qui vont devenir insuffisantes. Mais dans ce papier, il sortait un truc qui était nouveau par rapport, c'est la même équipe qu'avant, Schill, il sortait quelque chose qui était nouveau, là, il ne retrouvait pas de différence entre le fait d'avoir utilisé le ceftazidime en monothérapie ou ceftazidime en bithérapie. Et puis il y a cet autre papier, pareil, qui a été publié à la fin de l'année. Là, c'est 54 infections à OXA48 cette fois-ci. Pareil, en monothérapie, dans 80% des cas. Les rechutes récidives, c'est dans 10% des cas. Et là, ils ont noté aucune récidive, aucune rechute avec une souche qui soit devenue résistante à ceftazidime avibactam. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cette espèce de débat ceftazidime avibactam en monothérapie ou en association, je pense que c'est difficile de trancher. Et je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on ne prend pas beaucoup de risques à utiliser ceftazidime avibactam en monothérapie, mais que par contre, il y a d'autres situations qui sont des situations comme le patient que vous n'avez pas bien vu la diapo parce que c'est celle qui avait sauté là, dans des greffes de foie avec des patients qui ont eu des infections qui ont couru avec des antibiotiques à répétition, où là, il y a vraisemblablement un vrai risque d'avoir une émergence de résistance sous traitement. Comment positionner ces molécules ? La Comaille de la paix, c'est très simple. La Comaille de la paix, elle a dit, ce n'est pas une stratégie d'épargne des carbapénèmes, il ne faut pas les utiliser pour épargner les carbapénèmes. Ça ne doit pas être prescrit en traitement probabiliste. Et dernière chose, quand on résume tout ce qui a été dit là, c'est sur documentation microbiologiste et sur avis des référents antibiotiques avec validation grosso modo pluridisciplinaire entre les cliniciens et les référents en antibiotiques. Quand on regarde un peu plus loin ce qui est dans les recommandations. Alors vous avez cette recommandation qui a été faite par Mario Bassetti, là, qui a été publiée en 2016 sur le management des entérobactéries multirésistantes. Et vous voyez qu'il y a, que ce soit dans la case où vous avez encore les possibilités d'utiliser le méropenem parce que vous avez des CMI au méropenem qui sont plus basses, ou dans une case où au contraire vous ne pouvez plus utiliser le méropenem, ou même dans le cas où ces souches sont devenues résistantes à la colimycine, il y a une indication, vous l'avez aux 3 fois, une possibilité de place d'utilisation de ceftazidime avibactam, donc vraiment sur des bactéries multi-résistantes. Pareil, les Anglais ont regardé ce qui se passait par rapport au fait d'avoir isolé, là, c'est des bacilles à gram négatifs multirésistants. Première chose qu'ils disent, c'est éviter les céphalosporines, les quinolones et le Bactrim. Et puis en fonction de, il y a un passé où il n'y a pas de passé d'utilisation de carbapénème, il y a un passé où il n'y a pas de passé de colonisation ou d'infection à carbapénème. Cet algorithme qui est plutôt bien foutu montre que dans le cas où on sait que c'est un OXA48, et ben ceftazidime avibactam, c'est plutôt bien, et que c'est pareil pour les KPC, et que quand on est sur des patients avec susceptibilité d'avoir une infection qui est en train de survenir à ça, c'est de dire le CIA a sans doute une place là pour ceftalozane tazobactam. Et vous voyez, là, je ne peux pas plus m'empêcher de vous le mettre parce que c'est ma dernière diapo, il y a également la thémocyline qui, elle, par contre, est sans doute un bon argument pour... J'ai dit que c'est la dernière, pas tout de suite, fier. Donc, pour Pio, il y a le même genre d'algorithme qui a été mis, qui montre la même chose, c'est-à-dire sur l'utilisation de la ceftalozane et du tazobactam en fonction des facteurs de risque. Les Espagnols ont fait un truc qui était pas mal en essayant de déterminer quels étaient les vrais facteurs de traitement d'un Pio multirésistant et quelles étaient les indications à utiliser dans ces cas-là, en disant que ceftalozane tazo, c'était sans aucun doute la molécule à utiliser préférentiellement.
avant ceftazidime avibactam et avant les autres antibiotiques chez ces pios multirésistants. Juste 2 molécules qui sont le ceftobiprole et la thémocyline. Intérêt de la thémocyline, c'est qu'il y a vraiment une activité sur les BLSE et que c'est sans aucun doute aujourd'hui la meilleure molécule quand elle est utilisable sur les BLSE, avec juste un problème qui est un problème où c'est une relation PKPD qui est fragile à cause de la pharmacocinétique et de la liaison aux protéines, ce qui veut dire qu'il faut l'utiliser à forte dose, c'est-à-dire à 6 grammes, et ce n'est pas de temps en temps à 4 grammes ou de temps en temps à 6 grammes, c'est systématiquement à 6 grammes, et c'est encore mieux de le faire en continu pour des raisons PKPD. Et puis d'un autre côté, il y a le ceftobiprole, qui est la première molécule qu'on a, je ne sais pas très bien quelle est sa place, mais qui est la première molécule qu'on a, qui est efficace sur les entérobactéries, sur un certain nombre de pios, même s'il n'y a pas de breakpoint déterminé par le CAS, parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. On voit quand on regarde la distribution des CMI, il y a une distribution de CMI qui sur le PIO qui ressemble à celle du cefepime. Et donc son intérêt, c'est qu'elle a une activité sur les staphylocoques dorés, en particulier les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, ce qui peut permettre une utilisation de temps en temps sur certaines molécules, de certaines infections, quand on a des infections à BGN et à coccigram plus ensemble. Et puis c'est ma dernière diapo, ce qu'il y a aujourd'hui dans les tuyaux, et vous voyez que sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les carbapénémases, il y a quelques molécules qui sont en voie de développement, et en particulier sur le trou qu'on a aujourd'hui, qui sont les métallo-bêta-lactamases, il y a des choses qui sont un peu prometteuses, comme l'association Aftreonam avibactam, et puis cefepime, et avec 2 nouveaux inhibiteurs des bêta-lactamases. Voilà, je vous remercie, j'ai fini.